Les peuples de Spira sont divisés, les humains vivent entre humains, les Guado entre Guado, idem pour les Ronso, etc. Et tout le monde ne s'apprécie pas forcément. C'est dans ce contexte que Yuna et Seymour vont voir le jour, et ça ne va pas manquer de faire réagir. Car en effet, Yuna est la fille d'un humain prêtre de Yevon et d'une Albed. Quant à Seymour, il est le fils d'un Guado et d'une humaine. Là où Yuna et Seymour auraient pu être des ponts entre différents peuples, ils ont été pour beaucoup de personnes des objets de détestation. Pourquoi les peuples de Spira sont autant divisés? Pourquoi la différence dérange? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Dans cet univers auquel j'ai dédié cette chaîne, 4 peuples se distinguent particulièrement au cours du jeu. Les Ronso, de puissants félins bipèdes, les Guado, un peuple sensible aux furlucioles ayant des bras et des mains plus longs que la moyenne se terminant par de grandes griffes, les humains, bon, on les connaît, et dans le jeu ils ont les mêmes défauts que dans la réalité, ce qui permet au jeu de faire passer des messages à travers sa fiction. Et les Albed qui physiquement sont très proches des humains, à qui on reproche les maux de la planète et qui de ce fait se retrouvent persécutés. Là où on aurait pu s'attendre à des villes multiculturelles, des zones mixtes, comme dans certains univers ou comme dans notre réalité, là non, chacun vit chez soi. L'une des seules exceptions qui voit des individus d'horizons différents se réunir est le Blitzball. Et encore, la mixité est assez restreinte car si on met les joueurs et les joueuses de côté, cette mixité se fait plutôt discrète dans les gradins ou dans le reste de la ville. Pourquoi les populations de Spira sont autant compartimentées et pourquoi la différence déclenche de l'hostilité? La réponse se trouve dans notre tête, je m'explique. On est toutes et tous différents, toi, moi, les autres humains, les animaux, etc. Mais moins les différences sont importantes, plus il est possible de s'identifier à l'autre, plus il est possible de se voir en l'autre. Et plus il y a de chances de considérer que l'autre fait partie de notre groupe, de notre team. Par contre, quand la différence est importante, ça peut empêcher le processus d'identification. On ne s'identifie pas à l'autre, on ne se voit pas en l'autre. Dans cette situation, il est possible de considérer que l'autre ne fait pas partie de notre groupe, il ne fait pas partie de notre team. Là où la forme des oreilles, par exemple, bien que différente, peut ne pas empêcher deux Guado de se voir l'un en l'autre, de s'identifier à l'autre, la race ou la couleur de peau, qui sont des différences plus inéchappables, peuvent créer dans notre tête une rupture vis-à-vis de l'autre. Bien sûr, par mes propos, je ne justifie pas le racisme, j'explique simplement comment ça peut venir. De plus, souvent pour des raisons émotionnelles, on préfère se rapprocher des personnes qui nous ressemblent. Ces deux raisons peuvent expliquer en partie la division sur Spira. Ça peut expliquer pourquoi la Zanarkand invoquée est composée d'humains et d'Albed, deux peuples physiquement très proches. Si tu es surpris d'apprendre qu'il y a des Albed qui cohabitent avec les humains dans le rêve, c'est parce que le rêve est une copie d'une Zanarkand dans laquelle Sin et le yévonisme n'existaient pas, donc les Albed n'étaient pas les ennemis de la planète. Par rapport à ce que j'ai expliqué précédemment, du coup je trouve ça cohérent de voir des Albed et des humains cohabiter ensemble. Et ce que j'ai expliqué précédemment explique aussi peut-être pourquoi il n'y a pas de Ronso ni de Guado dans le rêve. Quand je dis que l'on préfère s'entourer amicalement des personnes qui nous ressemblent, ça peut être pour une autre raison qu'une ressemblance physique. Ça peut être aussi une ressemblance idéologique. À ce moment-là, la différence physique dérange moins ou pas du tout, car ce qui fait que l'on se voit en l'autre, ce qui fait que l'on veut se réunir est une ou plusieurs croyances partagées. Ça peut expliquer en partie pourquoi dans les hautes sphères de Yevon on retrouve plusieurs races. Et ces critères peuvent se cumuler. Dans cet exemple, on va considérer que les nôtres, c'est ceux qui pensent comme nous parmi celles qui nous ressemblent. La division pourrait s'arrêter là. Malheureusement, ce n'est pas tout. Pourtant, ça pourrait suffire. Pour moi, l'important, c'est pas de réussir à se voir en l'autre, ou même de vivre ensemble. Pour moi, l'important, c'est de se respecter. Le truc, c'est que plus on arrive à s'identifier à une personne, plus on peut se mettre à sa place. Et donc, on peut davantage considérer ses souffrances, on peut avoir plus d'empathie pour elle, être solidaire, etc. Ça semble bien fait, mais ça veut aussi dire que plus une personne est différente, plus on peut agir en ne prenant pas en compte ses souffrances. En d'autres termes, selon le ou les critères qui fondent le groupe auquel on se sent appartenir, ça peut ne pas nous déranger de dégrader ou détruire la vie de certaines personnes. Ça peut expliquer le comportement des Albed au début du jeu envers Tidus. Je ne pense pas que les Albed se seraient comportés comme ça si Tidus était lui-même un Albed. Ça peut aussi expliquer l'acharnement dont a été la cible Seymour lorsqu'il était jeune. Pour beaucoup de Guado, Seymour n'est pas l'un des leurs. Et pour beaucoup d'humains, c'est pareil, Seymour n'est pas l'un des leurs. Indépendamment de qui il peut être lorsqu'il était jeune, Seymour dérange car son existence est un mélange entre deux groupes qui justement souhaitent ne pas se mélanger. Comme si son existence mettait en péril les deux communautés très fermées desquelles il est issu. Et ça a cristallisé beaucoup de haine, beaucoup de rejet envers Seymour qui a fini avec sa mère exilée au temple de Baj. Tout ceci dans la psychologie d'un enfant, ça peut laisser des séquelles, mais je n'en dis pas plus car je prévois une vidéo sur la psychologie de Seymour et sa quête de destruction. Donc n'hésite pas à t'abonner ou à retenir le nom de la chaîne pour retrouver à l'avenir cette vidéo. Un autre élément qui n'aide pas les peuples à vivre en paix, c'est que lorsque les intérêts du groupe auquel on se sent appartenir rentrent en compétition ou en conflit avec les intérêts d'un autre groupe, ça renforce notre allégeance à notre groupe et ça renforce notre hostilité envers ce qu'on appelle les autres. À ce moment-là, les groupes deviennent des camps
et les autres deviennent des ennemis, des problèmes, alors qu'à la base ça partait juste du fait de réussir à se voir en l'autre ou non. Les Yévonites, par exemple, ont pour intérêt que plus personne n'utilise de Machina. Les Albed, eux, ont pour aspiration d'utiliser des Machina. Les intérêts des deux groupes ne pouvant pas être satisfaits car incompatibles, eh bien ça crée de l'hostilité entre les Albed et les Yévonites. Ça peut aussi expliquer le comportement des Lucagos envers les Aurochs. Je sais pas si on dit ça comme ça. Les deux équipes veulent remporter la coupe, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Si heureusement certains et certaines arrivent à combiner l'esprit sportif avec la bienveillance, eh bien ça ne semble pas être l'état d'esprit des Lucagos. Moquerie, rabaissement, tentative d'humiliation, etc. Comme si à ce moment-là, le groupe auquel ils se sentent appartenir est leur équipe. De ce fait, les autres sont à l'extérieur de leur sphère de considération. En réduisant des individus à une différence, on les voit moins comme ayant des êtres ayant des intérêts à être respectés. Et si la réduction est encore plus grande, eh bien on les voit comme des choses. Est-ce que tout ceci veut dire que la haine est inévitable? La réponse est non, et pour plein de raisons. Par exemple, lorsqu'il y a des conflits au sein d'un même groupe, on est plus à même de trouver des solutions pacifiques, de trouver des arrangements à l'amiable, de trouver un terrain d'entente, de se pardonner, ou enfin d'agir en prenant en compte les souffrances de l'autre. On pourrait faire de même avec les individus qui sont à l'extérieur du groupe auquel on se sent appartenir. Le truc c'est que parfois, sinon souvent, on n'a pas envie de faire cet effort envers des individus que l'on a réduits, que l'on a diabolisés, ou qu'autrui a réduit ou diabolisé pour nous. On préférerait gagner le bras de fer, on préférerait écraser les autres, on préférerait que c'est les autres qui cèdent, on préférerait conserver nos quêtes de pouvoir, on préférerait notre ego plutôt que créer la paix. On peut par exemple considérer que dégrader ou détruire la vie des membres du groupe auquel on se sent appartenir est grave. Par contre, quand on inflige exactement les mêmes nuisances à des individus qui sont extérieurs au groupe auquel on se sent appartenir, là on peut se dire par exemple, c'est pas pareil, là c'est moins grave ou c'est pas grave du tout. Alors qu'il s'agit des mêmes nuisances. Surtout que cette catégorisation que l'on a dans la tête, que l'on s'est créée ou qu'autrui a créée pour nous, ça influence notre moralité, ça influence notre vision du bien et du mal. Et à ce moment-là, on se dit que c'est nous qui avons raison, c'est les autres qui ont tort, c'est aux autres de céder, c'est pas à nous. Et parce que l'on n'a pas envie de faire ces efforts et parce que l'on n'aime pas passer pour les méchants de l'histoire, on peut développer une sensibilité émotionnelle envers les idéologies qui nous disent « il n'y a pas de problème dans ton comportement ». Comme ça, oui, on nuit à autrui, mais selon nous, ce n'est pas un problème et on n'a pas d'effort à faire. Est-ce que c'est un hasard si souvent on choisit des moralités qui fait de nous les champions de cette moralité? En d'autres termes, dans beaucoup de situations, on fait de notre moralité un outil de nuisance. Moins on a de personnes dans le groupe auquel on se sent appartenir, plus grand peut être notre potentiel à nuire à autrui. Et les personnes les plus dangereuses sont celles qui se considèrent comme étant seules dans le groupe auquel ils se sentent appartenir. Je vais rouvrir une petite parenthèse sur Seymour. Parfois, pour des raisons émotionnelles, on peut se mettre à détester les personnes qui nous détestent. Du coup, compte tenu du contexte dans lequel il a grandi, on peut imaginer que le groupe auquel Seymour se sent appartenir est plutôt restreint. On peut imaginer qu'il ne s'agit que de lui et de ses parents. Et encore, son père, Driscoll, il n'était pas vraiment présent. Étant le chef des Guados, il s'est plutôt occupé des autres Guados plutôt que de s'occuper de sa famille. Et ça, dans la psychologie de Seymour, ça a peut-être exclu son père du groupe auquel il se sentait appartenir. Ça peut expliquer en partie pourquoi il l'a tué. À ce moment-là, peut-être dans sa tête, c'était plus un autre que son père. À cause de ces raisons-là, qui pourraient suffire, mais malheureusement, il en existe d'autres, eh bien c'est plus difficile de créer la paix. Ça peut expliquer en partie pourquoi Spira est un peuple divisé. Néanmoins, dans Final Fantasy X, on a vu les Albed et les Yévonites essayer de faire des pas l'un envers l'autre. Et je veux bien sûr parler de l'opération Mien. Les Yévonites et les Albed ont uni leurs forces face à Sin. Ou peut-être était-ce une manière pour les Yévonites de montrer aux Albed que leurs machines sont impuissantes face à Sin. Et que le yévonisme est la seule solution. This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. Un autre moment où les Albed sont acceptés dans la société, c'est lors des tournois de Blitzball. On pourrait se dire que c'est une incohérence scénaristique, car les Yévonites ont une démarche plutôt inquisitoriale, mais on peut aussi se dire qu'il est possible de naître Albed et d'être Yévonite, dans le sens où c'est pas ta race qui va définir si tu utilises des machinas ou non, c'est ton comportement et pas ta biologie. Ça peut expliquer pourquoi il y a des Albed au tournoi de Blitzball. L'arrivée de cette vidéo sur la chaîne va mener à la création d'une nouvelle playlist appelée Final Fantasy X Analyse psychologique. Dans cette playlist, vous trouverez également une vidéo nommée Comment la spiritualité Yevon a pris le pouvoir sur Spira. Si vous jugez cette vidéo incomplète, eh bien c'est normal, elle l'est. Il y aurait tellement plus de choses à dire sur ce sujet, mais je pense déjà avoir mis beaucoup plus de psychologie que de fantasy dans cette vidéo. Néanmoins, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voulez savoir quel groupe auquel je me sens appartenir, quel est son critère, je vous ai mis un commentaire si jamais vous êtes curieux, curieuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que j'aborde un certain sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout pour cette fois-ci, je vous dis à très vite
Salut!